Ça se dispute, deuxième partie avec Nicolas Domenach et Alexis Brézet. Aujourd'hui, il s'active dans tous les sens. Arnaud Montebourg qui a prononcé, on ne sait pas pourquoi, comme ça, au mois de juillet, à 4 jours de l'intervention du 14 juillet de François Hollande, il a prononcé un grand discours. Certains diront un grand discours programme à Bercy, comme si le ministre de l'économie voulait donner sa propre vision de la politique économique de la France, qui n'est peut-être pas celle du gouvernement, je ne sais pas. En tout cas, il annonce qu'il annoncera à la rentrée 30 mesures pour, je cite, restituer 6 milliards d'euros de pouvoir d'achat aux Français. On écoute Arnaud Montebourg. C'est la première fois que les entreprises sont au centre de la préoccupation publique et politique. Les Français vous soutiennent en faisant le sacrifice historique de 40 milliards de baisse d'impôts et d'allègement de cotisations. C'est le moment de faire de cette révolution compétitive un compromis historique populaire. Donnez aux Français, en contrepartie, avoir votre sens patriotique, en créant de l'activité en France, en embauchant autant que vous le pouvez et en investissant dans votre appareil productif. Bien, messieurs, à quoi joue Arnaud Montebourg? Nicolas. Bon, d'abord, il joue à Arnaud Montebourg, c'est-à-dire, c'est pas désagréable, hein. Et enfin, il y a du souffle, enfin, il y a du panache, enfin, il se passe quelque chose. Donc, comme on en manque singulièrement au sommet de l'État, virilité, tout en haut, virilité. Hein, il y a de ça aussi. Parce que vous parlez de la virilité de Nicolas Sarkozy, c'est pour ça que je pose la question. Bien sûr, je pensais à ça aussi, d'ailleurs, en regardant les nouvelles lunettes qui ont beaucoup fait gloser de François Hollande. Pourquoi ça fait aussi parler? Parce qu'elles sont carrées, comme ça, avec noir, qu'enfin, on a toujours une interrogation sur le flou de Hollande depuis longtemps. Depuis la campagne, c'est Martine Aubry qui le disait, et ça n'a pas été dissipé. Je ne suis pas sûr que ça suffise. On se demande toujours, est-ce qu'il y a un moment, il va affirmer un caractère? Montebourg a du caractère. Oui, ça, je veux dire, ça manque tellement que bravo. Enfin, moi, je suis content. Alors maintenant, d'où il parle, on va y venir. Et qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est autre chose. Quelle est son autorité? Alors, il embarrasse beaucoup la droite parce que, dont nous avons un visage avenant aujourd'hui, qui va sûrement nous expliquer qu'il soutient les mesures, une certaine partie des mesures qu'il annonce, hein, comme la dérégulation des professions qu'ils ont toujours défendues. J'attends à ce qu'ils les applaudissent et qu'ils montent même sur la table, Alexis Brézet, pour dire bravo Montebourg. Alors il y a une partie effectivement qui est plus étatiste. On est au Figaro quand même. J'aime bien quand Nicolas fait la partition pour son interlocuteur. Il y a une partie plus étatiste, volontariste, qui offre un débouché pour la gauche, qui a les frondeurs, qui en manquent aussi singulièrement. Bon, mais on va peut-être y revenir après. Enfin, voilà la première impression. Montebourg, il a indéniablement du caractère, mais à mon avis, il a surtout une stratégie. Montebourg, il est en train de poser les premiers jalons de sa candidature en 2017. Il est en train de poser le début d'une OPA amicale sur ce grand mouvement, pour aller vite, des frondeurs, des déçus de gauche de François Hollande. Il est en train de prendre date. Alors il le fait de façon subtile, il ne se met pas en rupture avec la politique du gouvernement, mais si on lit bien ce qu'il dit, il reprend finalement les arguments des frondeurs, puisqu'il dit qu'il faut faire des économies, bien sûr, il faut les faire, mais les économies, le gain des économies, il faut le redistribuer en pouvoir d'achat. Il ne faut pas l'affecter au déficit budgétaire. Donc c'est ni plus ni moins. Et puis il parle au patron. C'est ni plus ni moins que c'est bien gentil, le PIN c'est gentil, mais maintenant je veux savoir. Voilà, et maintenant il faut des comptes. Il revient au patron du Figaro. Ouais, quand même là. Mais de ce point de vue, Montebourg a un côté un peu comme Chevènement. Il a ce côté jacobin, dirigiste, qui parfois peut agacer la droite, mais il a aussi ce côté partisan de l'industrie, de la production, qui parle à l'oreille des gens de droite, exactement comme de ce point de vue, comme Chevènement. Donc il y a ce discours de fond qui est évidemment intéressant, mais la stratégie politique, elle me paraît très claire. On commence à poser les premiers cailloux de quelque chose qui, quand ce sera cristallisé, lui permettra de claquer avec superbe la porte du gouvernement. Ça finira par arriver. Et ce jour-là, il dira... C'est à l'automne ou un peu plus tard? Alors là, ça, je ne sais pas, parce qu'on va y venir, mais je pense que ça dépend aussi un peu de Valls. Mais ensuite, une fois qu'il aura claqué la porte, il dira à tous les opposants de gauche de François Hollande, finalement, la vraie gauche, la vraie politique de gauche, intelligente, industrialiste, pas sectaire, c'est moi. Et pendant ce temps, et là c'est là où ça devient à mon avis intéressant, Valls dira, le vrai représentant d'une gauche moderne, réformatrice, c'est moi. Et entre Montebourg et Valls, qui en fait marchent ensemble jusqu'au moment où ils s'expliqueront, entre Montebourg et Valls, quelle sera la place de Hollande? C'est ça la question. On voit très bien le plan cousu de fil blanc qui se dessine, prendre en tenaille, mais prendre en étau Hollande, Valls d'un côté, Montebourg de l'autre. Non mais bien sûr, sur l'analyse de la démarche, je pense que la démarche est passionnante. D'ailleurs pour nous, journalistes politiques, je ne sais pas pour les Français qui sont passionnés de politique aussi en grande partie, parce qu'effectivement nous avons là une alliance inédite, puisque ces deux hommes-là étaient aux antipodes de la gauche, et ils ont réussi à se réunir contre quoi?
contre François Hollande. Et en même temps, ils sont sous l'autorité de Hollande. C'est pour ça que je disais qu'il y a quand même un problème pour Montebourg, comme pour Valls, de socle, de savoir quelle est la force de leur parole, puisqu'elle est dominée par quand même le président de la République. Et de même, Alexis Brézet imaginait son départ du gouvernement. Montebourg l'a lui-même imaginé à plusieurs reprises. Mais encore faudrait-il qu'il ait un socle, un bilan, qu'il n'a pas pour l'instant. Il ne peut pas partir sur des mots seulement, fussent-ils brillants, clinquants, comme il les emploie. Alstom a été parfaitement habillé, mais à l'arrivée, il n'est pas sûr que le bilan soit aussi positif que ça. Ça ne suffira pas. Il faut d'autres constructions. Il a compris que sa politique consiste à pousser des cris contre les patrons et n'obtenir aucun résultat ne marcherait pas. Et donc on voit très bien depuis plusieurs mois qu'il réoriente son discours vers quelque chose de plus constructif, plus industrialiste, etc. Et de ce point de vue, l'affaire Alstom est très intéressante. Parce que qu'est-ce que c'est l'affaire Alstom? C'est la concrétisation du pacte Valls-Montebourg. En gros, Montebourg dit « je vais partir ». Est-ce qu'il le veut vraiment? Peut-être qu'il y pense quand même, parce qu'il ne peut pas avaler encore une couleuvre de plus et encore se reprendre un échec sur un sujet industriel comme ça. Et Valls dit il ne faut pas qu'il parte, on va lui donner ces 2 milliards pour entrer dans le capital d'Alstom. Ça ne change rien, ça ne sert à rien, tout le monde le sait. Mais ça lui permet de sauver la face. Donc là, on a le premier acte du deal Valls-Montebourg. Juste un point, si vous permettez quand même, parce que j'aimerais bien connaître la position d'Alexis Brézet sur cette question délicate des professions protégées. Alors j'ai vu que dans le Figaro, on l'évoque, parce que c'est un combat des libéraux depuis longtemps, mais en même temps, on prend la précaution de donner la parole aux notaires, je crois, pour dire attention, il ne faut pas toucher aux notaires, parce qu'ils sont importants. Et puis demain, ils vont nous expliquer que les taxis, il ne faut pas y toucher non plus, parce que c'est des clientèles. Voilà. Bon. Alors donc, voilà. Je crois qu'on peut... Moi, je ne suis pas dogmatique ni un dogmatique libéral. Je pense qu'il faut regarder problème par problème. Alors, ça mériterait qu'on examine la question des taxis, la question des notaires, la question des... Enfin, il y a 36, des pharmaciens. À mon avis, il n'y a pas de réponse unique. Les histoires de santé publique ou les histoires de sécurité juridique ne sont pas la même chose que les histoires de circulation. Donc, l'idée de dire toutes les professions protégées sont très mal ou très bien, c'est absurde. Ce qui me paraît intéressant dans l'affaire de Montebourg, c'est comment ce discours libéral à la Attali, est le complémentaire du discours anti-européen. C'est-à-dire que plus on est anti-européen, plus on dit que l'Europe fait fausse route, plus on dit que cette austérité ne sert à rien, plus on veut réorienter l'Europe, plus on a besoin de donner des gages à l'Europe sur des réformes structurelles. Et donc les deux, de ce point de vue, le discours jacobin, anti-européen et le discours libéral, qui ont l'air contradictoires, et qui par certains aspects le sont en fait complémentaires, parce qu'il s'agit de dire à la Commission, mais on ne renonce pas aux réformes de structure. C'est intéressant.